à toutes, bonjour à tous, bonjour Alain. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Jean-François. Au sommaire de l'édition de votre nouveau journal Quartier Libre, nous nous rendrons pour un match de football de l'équipe de senior de la Fontaine-Douche qui recevait son homologue de Magny-sur-Tille. Nous avons vécu un lundi de Pâques pas comme les autres, avec une chasse aux œufs organisée par le collectif La Fontaine à du Cœur. Les enfants du centre de loisirs de la Fontaine-Douche ont organisé une exposition pleine de vie. Nous recevons Laurent Ganguillaume, conseiller général du canton. Puis dans le cadre de Jour de fête de Fontaine-Douche, le cirque Bazar Forain a adressé son chapiteau. Daniel Fouchereau, membre du Caméra Club Côte d'Orient, sera notre invité pour nous raconter un voyage peu ordinaire. Puis nous irons à la découverte de l'Université pour tous, une des composantes de l'Université de Bourgogne. Nous verrons également un reportage sur les jours de fête à la Fontaine-Douche. Et pour terminer, Gaëtan nous présentera une nouvelle rubrique high-tech. L'équipe senior de l'association sportive de Fontaine-Douche, leader de son championnat, recevait son dauphin, l'équipe de Magny-sur-Tille, pour un match dont l'enjeu était une montée en division supérieure. Une rencontre importante de foot a eu lieu le dimanche 1er mai au stade de la Fontaine-Douche, puisque l'enjeu était la montée en division promotion. Ainsi, l'équipe senior de l'ASFO, association sportive de Fontaine-Douche, classée premier en district, recevait le second, celle de Magny-sur-Tille. Ça commence. La première mi-temps s'est terminée avec un score vierge et ça n'est qu'en fin de rencontre que sur un coup de pied arrêté, l'équipe visiteur ouvrait le score. Doublant d'énergie, l'ASFO engageait toutes ses forces et a fini par réussir en toute dernière minute ce qui semblait impossible. Elle inscrivait le but égalisateur pour la grande joie des supporters et des joueurs. La rencontre s'est terminée par un score nul, contrat rempli pour l'équipe de la Fontaine-Douche, puisque ce score lui permet de rester première et d'accéder à la division promotion. Nous avons recueilli aussitôt le match fini quelques propos des entraîneurs des deux équipes, Jean-Michel Bonnefoy pour Magny-sur-Tille et Tim Nasser-Gawir pour l'ASFO. Ensuite, on a suivi la première mi-temps, les 20 minutes, dernière minute. Hein, on a pas mal repris, bon, même si objectivement Fontaine-Douche a eu le ballon plus souvent que nous, au deuxième, on a joué le contre. Bon, on a eu la réussite de marquer. C'est exactement l'inverse du match aller. Au match aller, ils ont marqué et nous on a marqué tout de suite après. Mais dans l'ensemble, c'est. Vous êtes satisfait du, vous êtes satisfait du match en tout cas. Satisfait du match. Bon, c'est vrai que j'aurais pu partir avec la fête de match puisque ils égalisent à la 92e minute, mais bon, c'est le jeu. Hein. Et vous vous retrouvez donc en seconde. Donc on est en second avec Saint-Jean-de-Laune. Donc les deux premiers montent, on verra. Il faut attendre la fin. Titi va nous donner les premières impressions du match. Alors un match difficile contre une équipe de Magny, donc le deuxième. Un match à domicile avec beaucoup de public, très bonne ambiance, avec un beau temps, donc il faisait chaud, les conditions étaient un peu difficiles au fur et à mesure du match, excusez-moi. Et donc Magny a marqué par un coup franc, très beau coup franc, et on a eu le mérite de pouvoir égaliser par Sofiane El Barni en toute fin de match. Et puis le public nous a bien aidé à
à égaliser. Donc on reste premier et Magny reste sur second, donc à 2 matchs de la fin de championnat, la montée est toute proche, quoi. Donc un match nul nous suffirait pour monter et faire monter l'équipe de Fontaine-Douche de l'ASFO que nous portons de tout cœur. Le collectif de la Fontaine du Cœur organisait le long de la promenade de la Source une chasse aux œufs gratuite pour les participants pendant le week-end de Pâques, une manifestation qui, sous un large soleil, a connu un franc succès. Un girafon. Alors un girafe c'était pour qui? Voilà. Eh les enfants, si vous écoutez pas, vous n'entendrez pas ce qu'on vous dit. Alors, vous m'entendez tous? Donc déjà, un grand merci au nom du collectif La Fontaine du Cœur. On vous remercie d'être présents aussi aujourd'hui. On va vous souhaiter une bonne après-midi. Alors vous avez trois surfaces et chaque surface est réservée à une catégorie d'âge. Eh, arrêtez d'avancer parce que sans le vouloir vous marchez dessus là. Vous en avez une dizaine, vous allez là-bas, c'est pas grave. Quoi, tiens, je te donne ça, tiens. Non mais ça va, dès que vous en avez 5-6, vous pouvez aller les changer là-bas. Va vite. Vous en avez 5 ou 6, vous allez à la table de là-bas, on va vous donner un... Voilà, viens avec moi. Quand vous avez 5 Billy ici. Je peux en garder. Gardez ça. D'accord. Ah ben, non, monsieur. Vous avez bien tous votre ticket? Oui. Derrière la poubelle peut-être, regarde. Alors, on va commencer par la catégorie 0-4 ans. Ah bah c'est nous ça. Non, bah non. Sans regarder. Le numéro 1, Melinda Nocera. Sofiane Jamini. On a installé les dames. On les voit, je préfère.
Avec des boîtes et de la couleur, les jeunes enfants du centre de loisirs de la Fontaine-Douche ont réussi dans le cadre de leurs ateliers d'art plastique à créer un univers d'étranges personnages que l'on découvre avec amusement. La promenade du ruisseau de Fontaine-Douche était en fait également. À côté du chapiteau dressé pour accueillir diverses manifestations au cours du mois, une exposition originale avait pris sa petite place du 4 au 8 mai. Elle a été réalisée par les enfants de 5 à 7 ans du centre de loisirs de Fontaine-Douche, réunis en atelier d'art plastique encadré par le collectif A4 Designers. Madame Léonard de l'association Cirque Onflex, responsable de l'exposition, nous a reçus de manière fort aimable et nous a indiqué le mode d'emploi de ces fameuses boîtes en carton. Laurent Grand-Guillaume, réélu récemment conseiller général, nous explique son rôle au sein du canton et plus particulièrement au sein du quartier de la Fontaine-Douche. Bonsoir Monsieur Grand-Guillaume, merci de nous rendre visite. Bonsoir. J'ai envie de vous poser une question un petit peu insidieuse. Comment se sent-on au lendemain du 27 mars quand on vient d'être réélu ? Je pense que d'abord on est content et heureux d'avoir été réélu parce que c'est une satisfaction, d'autant plus que j'ai été réélu avec plus de 68% des suffrages exprimés. Et puis c'est à la fois un sentiment de responsabilité parce que quand on a été élu avec quelque part autant de soutien, eh bien on se sent encore plus responsable et encore bien sûr encore plus responsable face aux habitants par rapport aux défis notamment à relever, par rapport aux projets à réaliser. Et donc voilà, je pense qu'il y a à la fois le fait d'être heureux, la sérénité, et puis dès le lendemain de se remettre au travail bien sûr pour les habitants. Je pense que c'est un sentiment multiple. Vous parlez de travail, des habitants. Vous êtes élu comme conseiller général. C'est quoi un conseiller général? Quel est son rôle? Ça sert à quoi? Un conseiller général, d'abord, il est élu sur un canton, et donc le canton sur lequel je suis élu, il est à la fois urbain et rural, puisqu'il y a près de 29 000 habitants, il y a 7 communes rurales et puis une partie de Dijon. Et donc nous représentons bien sûr les habitants de notre canton au sein du conseil général, et c'est une collectivité territoriale qui a de nombreuses compétences. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la compétence sociale qui est au cœur des compétences du conseil général à travers le handicap, la maison départementale du handicap, à travers la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie, à travers la gestion du RSA, à travers la gestion aussi des collèges, avec les bâtiments et notamment les rénovations, avec aussi toutes les routes départementales qui sont on va dire importante à rénover, et puis toute la politique de sécurité routière. Donc beaucoup de compétences en fait qui touchent directement les habitants, l'agriculture aussi, le soutien à l'agriculture, le développement économique, des compétences très larges. Et donc nous, en tant que conseillers généraux, on siège au sein de cette collectivité pour y faire des propositions, bien sûr, pour faire avancer les dossiers, et puis pour surtout agir pour les Côtes-d'Orient, avec la diversité, puisque moi je siège dans le groupe d'opposition. Il y a 20 conseillers généraux de gauche qui sont regroupés au sein du groupe des forces de progrès, et puis 23 de droite qui forment la majorité présidée par François Sauvadet. Mais c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas proposer, et donc on agit bien sûr concrètement pour les habitants à travers le conseil général. On comprend quand même mieux l'importance de vos travaux, de votre présence au conseil général. Je vous remercie d'avoir expliqué toutes
tous ces travaux, tous ces projets aux téléspectateurs de Fontaine-Douche. Ben merci, puis merci surtout pour tout ce que vous faites pour les habitants à travers eh bien, les émissions que vous animez, à travers le travail que vous faites en tant qu'association dans le quartier, et pas seulement, à Dijon et en Côte d'Or. Et je crois que c'est important de pouvoir compter sur des associations qui agissent au cœur des quartiers pour améliorer aussi le quotidien, mais surtout aussi pour développer le sens, l'éveil à la culture. Et je crois que vous y participez de manière importante, notamment dans le quartier de Fontaine-Douche. On essaye. Merci. Merci. Les cirques, petits ou grands, nous ont toujours fait rêver. Nous nous sommes donc rendus ce soir-là sous le chapiteau pour assister au spectacle donné par Circonflexe et Attraction 1. Les jours de fête de la Fontaine-Douche ont accueilli le 7 mai sous leur chapiteau le groupe Détour de Bresse, dirigé par Patrick Buffard, vielleux professionnel. Ils ont enchanté les amateurs de musique folklorique et nous vous laissons écouter quelques extraits de leur répertoire. Cette musique bien rythmée est une invitation à la danse et M. Michel Coussinard y a pensé pour nous. Ce groupe d'amateurs nous a agréablement surpris par son professionnalisme, avec des airs magistralement interprétés sur de superbes instruments anciens. Monsieur Michel Coussinard nous parle de leur parcours. Oui, alors on vient de voir effectivement un concert interprété par un groupe d'amateurs qui s'intitule Détour de Bresse. Ces amateurs sont sous la conduite de Patrick Buffard, qui lui est un vielleux professionnel, qui a formé ce groupe. Après 2 années de travail, on est arrivé à ce que vous avez entendu, ce qui a permis d'ailleurs la production d'un CD qui est sorti l'année dernière. Donc ce sont des morceaux traditionnels de la Bresse, donc sud de la Bourgogne, Saône-et-Loire 1. Et ces morceaux traditionnels qui se perdaient en fait, qui n'étaient plus joués, qui n'étaient plus dansés, ont été repris et adaptés, je dirais, par Patrick Buffard. Il en a fait des arrangements pour que cette musique continue à bien sonner à nos oreilles contemporaines. Nous recevrons également Daniel Fouchereau, membre du Caméra Club Côte d'Orient, qui a assisté au départ en retraite d'un navire de la marine britannique. Monsieur Fouchereau, bonsoir. Bonsoir Alain. Vous nous mettez un peu l'eau à la bouche en parlant de voyages peu ordinaires. Vous invoquez le suspense là ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Expliquez-nous voir. Disons que c'est la découverte tout à fait par hasard pendant des vacances d'un événement particulier qui s'est passé en France, à Saint-Nazaire plus précisément, dans ce port qui était occupé par les Allemands en 1942 et qui posait beaucoup de problèmes à toutes les marines du monde. Et le fait que de la base de Saint-Nazaire, qui était très stratégique, mais donnait la possibilité aux gros bateaux, comme le Tirpitz par exemple, qui était la crainte énorme comme le Bismarck, qui venait d'être coulé il y a quelques jours. Ce bateau, s'il avait besoin de réparation, de carénage, ne devait plus pouvoir rentrer. Et donc, on peut remercier, entre guillemets, 611 commandos de marine qui se sont portés volontaires. Il y avait des Anglais, des Écossais, des Canadiens qui se sont portés volontaires pour faire exploser un bateau dans la forme écluse de Saint-Nazaire. C'est le nom de cette forme écluse. C'est l'entrée du port. C'est l'entrée du port, et afin de l'empêcher de rentrer. Et donc, ces commandos ont préparé une opération de grande envergure, sous l'accord de Churchill d'ailleurs, qui a abouti très bien, mais
il y a eu malheureusement aussi beaucoup de victimes, parce que les Allemands, ils étaient quand même 4000 en tant que troupes d'occupation, et c'était une très grosse base de sous-marins, Saint-Nazaire. Et donc les Allemands se méfiaient aussi, donc il y avait de la DCA, il y avait tout un tas de choses, mais les Anglais ont transformé un ancien bateau qu'ils avaient racheté aux Américains, parce que leur flotte était déjà très démunie du fait de la guerre. Ils ont racheté un bateau aux Américains, ils l'ont transformé intégralement pour lui donner la silhouette d'un bateau allemand, de manière à ce que jusqu'au dernier moment, il y ait le suspense pour le commandant du port qui se demandait ce que c'était que ce bateau qu'il soupçonnait connaître et qu'il ne connaissait pas vraiment. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le bateau soit sur toute sa lancée arrivé dans cette écluse, il s'est mis dedans et il était bourré de dynamite, mais très bien camouflé, parce que les Allemands donc, ont tout fait pour arrêter ce bateau. Tout le monde s'est mis dessus. Il y a eu énormément de morts. Il y avait 17 vedettes qui accompagnaient le bateau pour essayer de soutenir et tout. Sur les 17 vedettes, il n'y en a que 3 qui ont pu rentrer à Portsmouth. 8 heures après, le bateau a explosé. Et il y avait donc des gens qui étaient venus, enfin du personnel allemand, qui étaient venus visiter le bateau, tout ça, pour histoire de trouver peut-être des cigarettes, quelque chose. C'est ça d'ailleurs, ils pensaient. Et le bateau a explosé. Et donc, les Allemands qui ont visité le bateau n'ont même pas vu le minage de... Ils n'ont pas pu le trouver parce que les Anglais avaient tellement bien fait ça. Ils avaient entièrement colmaté le bateau, l'intérieur du bateau, en béton. Et donc, il n'y avait rien pour détecter ni une mine, ni le moindre bruit, ni quoi que ce soit. Ils sont forts, ces Anglais sont bien. Et donc, le bateau a explosé 8 heures après. Et bon, pour la petite histoire, c'est un peu... important à dire aussi, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient dedans, à l'intérieur de Saint-Nazaire, des morceaux de corps humains se sont trouvés déchiquetés et retrouvés un petit peu partout. Les Allemands n'ont jamais reconnu le nombre de morts exact, mais officieusement, il y en aurait déjà plus de 360. Monsieur Fouchereau, je vous remercie infiniment pour nous avoir raconté un petit morceau de la petite histoire qui fait partie de la grande histoire. Très intéressant, bien sûr, ne connaissant pas forcément toutes ces petites histoires. Merci infiniment. Je vous en prie. J'espère que ça plaira et bon, ça réveille un petit peu des souvenirs. Exact. Mais bon, c'est sans prétention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Université pour tous accueille toute personne pour acquérir des connaissances, que ce soit dans la matière d'histoire, d'économie, de langues étrangères. Responsable administratif de l'UTB, vous en assurez avec votre équipe la gestion et l'administration. Pourriez-vous nous présenter votre service si important au sein de l'Université de Bourgogne? Donc l'UTB, Université pour tous de Bourgogne, donc on propose des cours qui vont de l'anthropologie en passant par l'histoire de l'art, le droit, la science, à des personnes désireuses d'apprendre, de se cultiver sur des thèmes qu'ils n'ont pas forcément pu aborder au cours de leur existence, au sein de leurs études ou de leur travail. Donc on va leur proposer environ 2000 heures de cours sur de octobre à mai, tout ça pour un prix modique. Monsieur Pierre Ancet, vous êtes directeur de l'UTB depuis déjà 4 ans. Pourriez-vous nous en faire l'historique rapide et nous en préciser la fonction première? L'Université pour tous de Bourgogne existe depuis 1976. Elle a 11 centres extérieurs dans l'ensemble de la Bourgogne, que nous ne gérons pas directement, mais nous agréons les enseignants, et elle vise essentiellement à diffuser le savoir à l'égard du plus large public. Eh bien, tout à fait à ce propos, votre institution occupe une place importante au sein de la diffusion du savoir au grand public. Oui, nous concevons nos cours de façon à ce qu'ils soient accessibles à tout public, que l'on ait fait des études ou pas. Les personnes qui veulent venir suivre ces cours peuvent être des retraités, nous avons 60% de retraités, mais aussi des actifs. Et nous avons des gens qui ont fait par le passé des études longues, qui ont beaucoup de diplômes, et des gens qui n'en ont aucun. Donc nous essayons de construire nos cours de façon à ce qu'ils soient suffisamment précis pour les gens qui ont une attente intellectuelle forte, mais suffisamment accessibles pour tout le monde. Donc on essaye de faire en sorte de
représenter l'ensemble des matières de l'université, avec des disciplines évidemment fort prisées comme l'histoire de l'art, l'histoire, la géographie, la littérature, la philosophie, la sociologie, la psychologie. Tous des cours qui rencontrent un vif succès. La structure d'accueil est à la disposition de toute demande d'information, je suppose. Voulez-vous en rappeler les coordonnées? Alors, l'Université pour tous de Bourgogne vous reçoit de 9h à 17h tous les jours. Elle se trouve en Faculté des Sciences Gabriel, 6 boulevard Gabriel à Dijon. Et le numéro de téléphone est le 03 80 39 51 90. Vous pouvez aussi consulter notre site internet en tapant Université pour tous, Dijon ou UTB Dijon sur n'importe quel site de recherche. Monsieur Bourg-Alexandre, très heureux de faire votre connaissance. Vous enseignez? J'enseigne l'anglais à l'UTB depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi avez-vous choisi d'enseigner à l'Université pour tous de Bourgogne? Parce que ce sont des adultes, et ce sont des adultes extrêmement motivés qui viennent de divers horizons, avec des parcours professionnels ou autres très différents. Et ce qui nous unit, c'est l'appétence et l'amour de l'anglais. Et ce sont des gens qui travaillent énormément leurs cours et qui viennent en cours avec une grande motivation. C'est ce qui fait aussi que j'enseigne depuis aussi longtemps et avec autant de plaisir à l'UTB. Plus de motivation que des élèves de collège ou de lycée, par exemple? Oui, parce que si vous voulez, il y a des examens en lycée et souvent les parents choisissent les langues que les enfants apprennent à l'école, qu'ici ils viennent directement s'inscrire à l'UTB en anglais parce que c'est ce qu'ils veulent approfondir ou apprendre. Je vois sur la table un magnétophone. Vous utilisez donc des moyens... Encore un petit peu anciens, c'est-à-dire que nous utilisons quand même des CD, des cassettes audio très peu, surtout des CD et puis des textes. Et ça sert de base de discussion, de débat, et c'est à partir de cela qu'on travaille. On pourrait utiliser des vidéos, il y a des salles équipées, mais disons que dans cette salle-là, il n'y a pas de possibilité de travailler à base de vidéos. Moi, je voudrais bien savoir ce que pensent vos étudiants de ces méthodes de magnétophone, magnétoscope. Quelqu'un aurait-il quelque chose à dire sur, par exemple, le son? Est-ce que c'est bien audible jusqu'à la fin de la salle? Est-ce que... Madame Chazal, peut-être? Ah oui, le son, ça permet déjà d'entendre l'anglais parler avec l'accent anglais, puisqu'on entend des textes dits par des Anglais, des Américains, des Australiens. Et c'est intéressant d'entendre les différents accents et de voir qu'on des fois on ne comprend pas tout, mais à force de répéter, on arrive après à comprendre le texte. En somme, c'est du masochisme si vous venez ici, parce que... c'est un plaisir aussi, parce qu'on apprend, on travaille. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de plaisir aussi à la fin. On aime bien faire des progrès, mais il faut faire... Et ce qui est bien aussi, ce qui nous unit, c'est l'amitié, car il y a en plus, évidemment dans un lycée, ça n'est pas la même chose, il y a le professeur et ses élèves. Ici, au bout d'un moment, il se crée des liens qui dépassent un peu le cours. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette première rubrique high-tech de Quartier Libre. Il y a 15 jours se tenait à Los Angeles l'E3, le plus grand salon mondial du jeu vidéo. C'est là où tous les constructeurs et développeurs font part de leurs nouveautés, de tout ce qui envahiront votre salon prochainement. Mais sans plus attendre, on fait un petit résumé de conférence des 3 géants du jeu vidéo. Sony a révélé le nom de sa nouvelle console portable. La nouvelle génération qui reprend haut la main la relève de la PSP, c'est la PSP2 baptisée PS Vita. Elle associe écran haute résolution, accéléromètre mais également l'écran tactile et un pad tactile à l'arrière de la console pour une meilleure immersion de jeu. Comme avec un Uncharted 3 spécialement dédié pour la console portable. Pas de nouvelle console de salon à l'horizon, mais un nouvel écran 3D relief pour gamers qui fait que chaque joueur, lors d'un jeu à écran splitté, ne voit pas la même chose. Microsoft, lui non plus, n'annonce pas de nouvelle console de salon, mais plus de jeux compatibles avec la caméra à reconnaissance de mouvement Kinect, avec des titres tels que Ghost Recon ou Call of Duty Modern Warfare 3, qui ne devraient pas laisser insensibles les hardcore gamers. Microsoft a annoncé également que le Xbox Live serait compatible avec la reconnaissance vocale. Pour finir, Nintendo a surpris tout le monde encore une fois, l'an passé avec sa console de poche révolutionnaire, la 3DS, qui permet d'afficher de la 3D stéréoscopique sans lunettes. Voilà qu'il dévoile sa Wii 2, baptisée tout simplement la Wii U, équipée d'un contrôleur à écran tactile et reconnaissance de mouvement. Cette nouvelle console permettra de continuer de jouer si une personne veut regarder la télé en même temps,
et de faire des visioconférences, mais surtout, la cerise sur le gâteau, est que la console offrira des graphismes en 1080p, autrement dit, du très haut HD. La grosse info du jour, c'est la sortie en juillet du Resident Evil 3D The Mercenaries, sorti sur la console de Nintendo, la 3DS. Petit rappel, la 3DS c'est cette console qui permet de jouer en relief 3D stéréoscopique sans lunettes pour une meilleure immersion du jeu vidéo. Il s'agit là d'un jeu d'action multijoueur dont le but est de tuer le plus d'ennemis possible dans un temps limité. Tiré du mode Mercenaries des Resident Evil 4 et 5, il reprend des missions disponibles dans ses titres tout en y ajoutant de nouveaux personnages en mode de jeu. Mais tout de suite, on regarde le trailer. C'est la fin de cette première rubrique high-tech de Quartier Libre. Si vous voulez plus d'infos sur l'E3, je vous invite à regarder les reportages sur GameOne.net. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, restez branchés. L'édition de votre nouveau journal Quartier Libre est maintenant terminée. Prochain rendez-vous à la rentrée, en septembre. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Alain. Au revoir Jean-François et bonnes vacances.